Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un complément au cours sur les arcs paramétrés du chapitre 10 sur les fonctions vectorielles. On va résoudre donc l'exercice 10 de votre feuille de TD. C'est l'étude d'un certain arc, donc c'est l'arc défini par l'intervalle R et la fonction f, où f est une fonction vectorielle donc de coordonnées x, y, avec x qui est défini comme suit et y qui est défini ainsi. Donc, on va se remémorer tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue méthodologie au niveau de l'étude. Première chose, chercher les valeurs interdites. Alors, les valeurs interdites, il n'y en a pas dans la fonction th qui est égale à sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique, parce que le cosinus hyperbolique ne s'annule jamais. Même mieux, le cosinus hyperbolique est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, la fonction aussi 1 sur ch est définie sur R. Donc les fonctions x et y sont définies sur R en la variable t, et elles sont même de classe C infinie par caractère C infini de TH, CH et SH. Ça va nous permettre aussi de réviser les propriétés sur ces fonctions hyperboliques. Ensuite, une fois que l'on a dit ceci, on va s'intéresser à la restriction de l'intervalle d'étude. Ici, il n'y a pas de parité. Ces fonctions hyperboliques ne sont ni périodiques, voilà, pas de période en particulier. Par contre, il y a des histoires de parité. CH est pair, SH impair. Donc TH est impair, T aussi, donc la fonction x est impair en la variable t. Tandis que la fonction y, elle, est paire en la variable t. Autrement dit, par parité, on va donc étudier x, y sur R+, et on va avoir le reste du dessin qui va se déduire par symétrie par rapport à l'axe au y. Au final, une petite coquille ici. Voilà. Vu qu'on a fait ça, on a réduit au maximum l'intervalle d'étude à R+, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'étude. Et l'étude, c'est l'étude des dérivées. Donc, on va dériver les deux fonctions, x et y. Un petit calcul nous donne directement ici que x' de t est égal à ch de t, puisque quand on dérive t, ça donne 1. Quand on dérive ch, c'est 1 moins th carré. Et la dérivée de 1 sur ch, eh ben on va avoir la forme moins u' sur u carré, ou la dérivée de ch, c'est sh. Donc de manière assez triviale, clairement, x' est positif et y' est négatif. On va donc pouvoir tracer le tableau de variation de l'arc plan. On y va. Donc sans souci, on voit qu'il y a des variations simples. Et on imagine donc la courbe déjà par rapport à ces variations. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à l'exemple du cours que l'on avait traité? On voit ici une limite infinie en plus l'infini. Et on voit également la présence d'un point critique ici. Donc un point qui n'est pas régulier dans la mesure où la dérivée s'annule, donc la dérivée vectorielle, donc le vecteur dérivé s'annule en t égale à 0. Donc, deux choses à faire. Étudier ce qui se passe pour f en 0, c'est-à-dire f' de 0 est égal à 0, 0. Et ensuite, regarder ce qui se passe au niveau de la branche infinie, en plus l'infini. Donc, on va faire un petit peu de place, on va garder le tableau de variation, on va le mettre dans un coin, et puis on va regarder ce qui se passe au voisinage de 0. Alors, le point de paramètre t égale à 0, donc c'est un point singulier et c'est le seul. On va étudier ce qui se passe en ce point. Pour ça, je vous rappelle le cours, on a besoin de faire un développement limité de x de t et de y de t au voisinage de 0. Écrivons-le, donc on connaît par cœur normalement le développement de ch et de sh, donc on peut avoir celui de th par quotient, ou on connaît directement celui de th, on peut aussi l'obtenir assez facilement autrement. Alors, on regarde, on a, après un peu de calcul, pour le développement limité de x, t cube sur 3 plus grand O de t puissance 5. Pour le développement limité de y, il y a un peu plus de calcul, c'est l'inverse d'un développement limité usuel, et donc on va poursuivre le calcul, on va tout simplement faire le développement limité de 1 sur 1 plus u. Et dans ce cas-là, on poursuit le calcul et on obtient ici, après quelques étapes, directement ce résultat.
à l'aide de ces deux développements limités que l'on va mettre en valeur. Donc on a celui-ci et on a celui-là. On va pouvoir tout de suite donner les valeurs de pas mal de dérivés de x en 0. X de 0, c'est 0, dans la mesure où il n'y a pas de terme d'ordre 0 dans le développement limité, donc il vaut 0. X' de 0 vaut bien entendu 0, on retrouve ce qu'on avait dans le tableau de variation. X seconde de 0, ça devrait être le terme d'ordre 2 dont le DL a un coefficient près, et effectivement, on va avoir 0 aussi. Tandis que x tierce de 0, on trouve 2. Alors on trouve 2 alors que le terme d'ordre 2, c'est x cube sur 3. Enfin, t cube sur 3. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on écrit le développement limité à l'aide de la formule de Taylor-Young, le terme d'ordre 3, ça sera la dérivée troisième de la fonction f en 0, divisé par 3 factoriel fois t puissance 3. Donc ici, je l'applique à x et pas à f, donc ça sera la dérivée tierce de x en 0, divisé par 6. Et donc, pour fois t cube, bien sûr, et donc pour qu'il y ait coïncidence avec le résultat qui est là, on voit bien que la dérivée tierce de x en 0 doit valoir 2. Si on fait la même chose pour y, on va retomber sur la même chose. On va avoir y de 0 qui vaut 1, on l'a dans le tableau. Y' de 0 valait 0, c'est logique puisque c'est un point critique. Y seconde de 0 vaut moins 1. Et oui, effectivement, je vous rappelle que le terme d'ordre 2 du DL sera donc ici y seconde de 0 sur 2 fois t carré. Donc ici, le y seconde de 0, c'est le moins 1 qui est ici. Et la dérivée tierce de y en 0, c'est 0, puisqu'il n'y a pas de terme d'ordre 3 vu que le DL est pair. Donc finalement, si on concatène les résultats de x et de y pour chacune des dérivées, on a la valeur de f de 0 qui est donc la valeur du point auquel se trouve la fonction t égale à 0. On a évidemment ici le point critique, donc la dérivée première qui est nulle. On a la dérivée seconde qui n'est pas nulle, et la dérivée tierce qui n'est pas nulle, et qui, même, on rappelle le cours, est libre, on va dire, est libre avec la dérivée seconde. C'est-à-dire que la famille f seconde de 0, f tierce de 0 est libre. Donc, f tierce de 0 n'est pas collinéaire à f seconde de 0. Donc au final ici, on a, par rapport au cours, un nombre Q, un indice Q qui vaut 2, et un deuxième indice, un premier indice P qui vaut 2, un deuxième indice Q qui vaut 3. Donc on a un point de rebroussement de première espèce. Alors un point de rebroussement de première espèce, c'est-à-dire qu'on va avoir ce type de schéma ici, pour rappel. Donc on aura ce type de point ici, au voisinage de t égale à 0. Donc voilà un petit peu si on représente par rapport à la dérivée seconde et par rapport à la dérivée troisième. Donc on a bien une traversée de la tangente, mais on a une traversée de la tangente et on a un point qui rebrousse chemin, tout en étant donc respectant le fait que sa tangente soit verticale. Voilà pour l'étude du point singulier ici. Faisons un petit peu de place et étudions la dernière chose. La dernière chose, c'est donc la branche infinie. La branche infinie pour ce qui est ici. La branche infinie, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que au final, dans notre branche infinie, on se rend compte que lorsque t tend vers plus l'infini, c'est x qui tend vers plus l'infini et y qui tend vers 0. Donc ça veut dire que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe. Donc ça se représente assez facilement. Donc on va finir le graphique, on va regarder les variations, donc on a une courbe qui se déplace vers la droite en montant jusqu'à atteindre le point de rebroussement et on a une courbe qui se déplace, si on la représente sur 0 plus l'infini, on a une courbe qui part du point de rebroussement et qui descend, puisque les y sont décroissants, tout en avançant vers la droite. Donc, et qui, quand t tend vers plus l'infini, colle
l'axe des abscisses. Et on complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc au final, ça va nous donner un graphique de ce style-là. Voilà. Donc on voit bien ici notre point de rebroussement de première espèce au point de coordonnées 0, 1. On voit bien ici l'asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et on voit bien qu'on a complété par symétrie la partie violette par rapport à la partie rouge. Et on a donc en bleu pointillé l'asymptote. Voilà pour le tracé complet de cette fonction, en espérant que ça aura été utile pour tout ce qui est étude de points singuliers et étude de branche infinie, ici horizontale.